Bonjour et bienvenue dans cette présentation consacrée aux oscillateurs. Nous allons voir tout d'abord les différents types d'oscillateurs, s'attarder un petit peu plus sur un composant assez particulier qui est le quartz. Dans les types d'oscillateurs, on distingue deux catégories principalement, les oscillateurs basés sur un circuit RC et les oscillateurs basés sur un quartz. Les oscillateurs RC présentent aussi différentes formes. La forme la plus courante est celle-ci. Donc on a un circuit intégré ici qui présente un seuil avec hystérèse, c'est-à-dire qu'en fait on a deux seuils possibles pour l'élément, c'est-à-dire que si on dépasse une certaine tension à l'entrée, la sortie va basculer à l'état bas, et à l'inverse, il faut descendre en dessous d'une autre valeur pour que la sortie passe à l'état haut. Le fonctionnement est le suivant. Supposons au début que la capacité soit déchargée, que la tension de sortie soit à l'état haut, donc le condensateur va se charger par l'intermédiaire de la résistance. C'est la courbe de type exponentiel qu'on voit ici. Arrivé au seuil haut, AVS2, donc le circuit change d'état, on a sa sortie qui redescend à zéro, et dans ce cas-là, le condensateur va se décharger à travers la résistance. C'est cette zone qu'on a ici. Lorsqu'on atteint le seuil bas, le circuit inverse de nouveau sa sortie et on recharge le condensateur. Et ainsi de suite. On a donc une succession de charges et de décharges qui nous permet d'avoir à la sortie ici un signal carré à fréquence relativement fixe. Un exemple sur un microcontrôleur du commerce, dans le cas précis le 16F914 de Microchip. On voit bien les deux éléments ici qui sont externes au microcontrôleur et ici la circuiterie interne au microcontrôleur. À savoir que la précision des éléments ici est relativement mauvaise. On trouve maintenant sans difficulté des résistances avec une précision de l'ordre de 1%. Par contre, les condensateurs, eux, ont des tolérances beaucoup plus élevées. On est plutôt de l'ordre de la dizaine de pourcents au niveau de la précision. Donc cette dizaine de pourcents va se traduire sur une incertitude sur la fréquence qui va correspondre, si on s'intéresse au cadre horloger, qui va correspondre environ à plus ou moins 3 jours de variation sur un mois, ce qui est évidemment énorme, ce qui est impossible à utiliser dans un domaine horloger. Même si on trouve des composants avec des précisions de l'ordre du pourcent, ça fait tout de même 7 heures de déviation possible sur un mois. Donc dans ce cas-là aussi, impossible de l'utiliser pour faire par exemple une montre ou une horloge. Ça peut s'utiliser bien sûr pour des timers, donc sur des durées relativement courtes, pour lesquelles on n'est pas à quelques pourcents près de variation sur le temps final. Par contre, pour un garde-temps, c'est évidemment impossible. L'oscillateur à quartz, basé aussi sur un circuit intégré plus simple, celui-ci, un circuit CMOS, et d'un quartz, comme on voit ici, associé à deux condensateurs. Cette partie ici est intégrée dans le microcontrôleur. Ces trois éléments ici sont externes. Alors la partie intégrée, celle qui concerne l'inverseur et la résistance qu'on a ici, fonctionne de la façon suivante. Si on trace la tension de sortie ici en fonction de la tension d'entrée, on a ce genre de courbe. Donc on passe par un état haut lorsque la tension d'entrée est à l'état bas, pour avoir l'inversion après, donc la tension de sortie à l'état bas lorsque la tension d'entrée est à l'état haut. Et entre les deux, on a une zone de variation continue, bien sûr, entre l'état haut et l'état bas, qui dépend de la structure interne de l'inverseur qu'on a ici. Le fait de mettre la résistance fait qu'on impose US égale UE,
ce qui fait que le circuit va s'établir sur ce point ici, de façon stable. Donc la sortie sera strictement égale à l'entrée. L'intérêt de se mettre sur ce point ici, c'est que si maintenant on fait de faibles variations sur la tension d'entrée, on constate qu'on aura des variations sur la tension de sortie. On constate également que la pente ici est plus grande que 1. Donc on aura une amplification. Les variations sur la tension de sortie seront plus grandes, autrement dit amplifiées, par rapport aux variations qu'on a sur la tension d'entrée. Donc on utilise l'inverseur CMOS dans une zone de travail qui est une zone amplificatrice. Toujours sur le 16F914, l'exemple de l'oscillateur à quartz. Donc on retrouve l'inverseur ici, la résistance intégrée, les éléments externes ici, les deux condensateurs et le quartz. Éventuellement, dans certains cas, ça dépend beaucoup de la nature du quartz ici, éventuellement une résistance en série pour limiter le courant qui pourrait circuler à l'intérieur du quartz. Au point de vue du symbole, le quartz se représente de cette façon ici. Et si on définit un modèle électrique simplifié pour le quartz, on arrive à cette représentation. Alors, le quartz est un système électromécanique et la partie supérieure ici représente le schéma électrique équivalent de la partie mécanique. Ce n'est donc pas des éléments réels qui existent à l'intérieur du dispositif, mais des éléments qui permettent de décrire comment fonctionne la partie mécanique, notamment en termes de résonance. Par contre, le condensateur qu'on a ici, lui est vraiment un condensateur au sens électrique du terme. Il correspond en fait aux électrodes qui apportent l'électricité sur le dispositif piézoélectrique qui réalise le quartz. Exemple pour le quartz horloger, l'ordre de grandeur de la capacité électrique est d'une dizaine de picofarads, et pour les éléments de type mécanique, la valeur de CS 10 femtofarads, donc 10 puissance moins 15, enfin 10 fois 10 puissance moins 15 farads, résistance qui correspond aux pertes mécaniques, une dizaine de kiloohms, et l'inductance qui permet de chiffrer la fréquence de résonance qui se situe, elle, dans les 2000 et quelques henry, ce qui est donc énorme. Ce n'est pas une valeur réaliste au point de vue électrique, mais encore une fois, c'est qu'une modélisation du phénomène mécanique. Alors pour revenir sur ce phénomène mécanique, rapidement dire ce qui se passe. Donc on est en présence de matériel piézoélectrique, c'est-à-dire que si on applique une tension, ce matériel va se déformer. Et à l'inverse, si on déforme le matériel, celui-ci va générer une tension. Ce qui va donc se passer lorsqu'on alimente en électricité le quartz ayant des dimensions physiques au point de vue mécanique, il aura donc des résonances, des fréquences de résonance qui lui sont propres. On va donc, en alimentant l'élément, pouvoir mettre en évidence les fréquences de résonance mécanique. Et c'est ces fréquences-là qui vont déterminer la fréquence d'oscillation de l'oscillateur à quartz. Et comme ces fréquences sont extrêmement bien déterminées parce qu'elles dépendent uniquement des dimensions puis de la nature des matériaux employés, on arrive à faire quelque chose qui est extrêmement stable au niveau de la fréquence. Alors, en termes électriques, si on trace l'impédance, enfin plus particulièrement le module de l'impédance d'un quartz en fonction de la fréquence, on obtient ce genre de courbe. Donc on constate que dans la première zone ici et dans la dernière zone, le quartz est de type capacitif, c'est normal, c'est cette valeur de C0 dont on voyait tout à l'heure. Par contre, on a juste une petite pointe au centre où le quartz bascule dans un mode inductif. Si on fait un zoom sur cette zone centrale ici, on obtient ce genre de figure.
Alors, on définit le minimum ici comme étant la résonance de type série du quartz, le maximum qu'on a ici comme étant la résonance de type parallèle du quartz. À savoir que dans un montage oscillateur complet, donc dans lequel on a le circuit intégré plus les deux capacités C1, C2 qui font partie intégrante du schéma, le quartz ne va travailler ni sur la fréquence de résonance série, ni sur la fréquence de résonance parallèle. En fait, on peut montrer que pour que l'oscillateur fonctionne, on doit obligatoirement se situer dans un mode de fonctionnement du quartz qui soit de type inductif. Autrement dit, on doit se situer dans cette zone ici. Donc, la fréquence de travail va se situer quelque part par ici, et cette valeur va dépendre des éléments qu'on doit mettre autour du quartz. C'est pour cette raison que les fabricants du quartz n'indiquent pas ni la fréquence de résonance série, ni la fréquence de résonance parallèle, mais ils indiquent la fréquence de travail en mentionnant sur quelle capacité on doit charger le quartz pour que cette fréquence soit respectée. Cette capacité donnée par le fabricant correspond en fait à la mise en série des deux capacités C1 et C2, puisque le quartz voit ces deux capacités qui sont mises en série. Au niveau de la phase de l'impédance, on obtient ceci. On voit donc très bien que d'un côté, on a un comportement capacitif, au milieu, un comportement de type inductif. On voit qu'on a une phase qui atteint pratiquement 90 degrés, puis de l'autre côté, de nouveau, un comportement de type capacitif. On a choisi pour les quartz horlogers une fréquence de 32 768 Hz pour une raison toute simple. On souhaite avoir des circuits les plus simples possibles, ne serait-ce que pour l'encombrement et la consommation. Si on choisit cette fréquence de 32 768 Hz, ceci correspond à 2 puissance 15. Donc si on souhaite obtenir du 1 Hz, typiquement pour faire avancer l'aiguille des secondes à un rythme convenable, il va suffire de diviser la fréquence générée par l'oscillateur à quartz par 2 puissance 15. Et cette division par 2 puissance 15 se fait en mettant en cascade 15 bascules électroniques, des bascules de type D. En ce qui concerne la tolérance, de façon standard, on peut avoir du plus ou moins 20 ppm de variation. On peut avoir moins, tout dépend la qualité du quartz qu'on va choisir. La température a aussi un effet sur la fréquence de l'ordre de 0,04 ppm par degré élevé au carré, et c'est un coefficient qui est négatif. Et le quartz vieillit aussi, puis on peut considérer qu'on a des fluctuations qui peuvent se chiffrer aux alentours de 5 ppm par an. Cette tolérance de plus ou moins 20 ppm correspond, si on rapporte ça sur une montre par exemple, correspond à 51 secondes par mois, donc un petit peu moins d'une minute par mois. Les variations ici sur la température correspondraient à environ 0,4 secondes pour 10 degrés de variation. Donc c'est relativement peu par rapport à ce qu'on a ici au niveau de la tolérance. Et en ce qui concerne le vieillissement, ces 5 ppm par an vont correspondre à 2 minutes et demie environ par an, soit si on rapporte tout ça à un mois, environ 13 secondes par mois. Voilà ici un détail d'un quartz de type horloger. Alors pour des raisons d'encombrement, on choisit une structure en diapason, exactement la même structure qu'on utilise en musique, enfin qu'on utilisait je devrais dire, puisque maintenant c'est devenu numérique, mais en musique l'élément qu'on utilisait pour définir le La, comme on appelait du diapason, donc une forme de fourchette qui va se mettre à vibrer à cette fréquence de 32 768 Hz. Une fourchette donc réalisée avec un matériel piézoélectrique de type quartz.
Puis on voit que l'alimentation se fait sur une face avec une électrode qui est sur une face, puis une électrode sur l'autre face. L'oscillateur à quartz, donc comme on l'a vu tout à l'heure, constitué de l'inverseur et de la résistance, tout ceci est donc intégré dans le microcontrôleur et on a les éléments qui sont ici à l'extérieur. Pour que le système fonctionne et que l'oscillateur démarre et génère une fréquence, certains critères doivent être respectés. Le premier de ces critères dit que le rapport des deux condensateurs, donc C2 sur C1, C2 qui est le condensateur sur la sortie de l'inverseur, C1 qui est le condensateur sur l'entrée de l'inverseur, ce rapport doit être plus petit que A, où A correspond au gain généré par l'inverseur. On peut développer ceci, puis faire intervenir les résistances d'entrée puis les résistances de sortie de l'inverseur. On arrive alors à cette formule. Ou encore en faisant intervenir la résistance de contre-réaction, qui est aussi intégrée dans le circuit, on arrive à établir cette relation. En pratique, ces différentes relations ne nous apportent pas grand-chose parce qu'on ne connaît ni RI ni RE, et on ne connaît généralement pas RF non plus. Donc elles sont là surtout lors de la conception du circuit intégré pour savoir comment dimensionner les différents éléments du circuit, mais pour l'utilisateur final, ce n'est pas des paramètres auxquels nous avons accès. Par contre, cette formule ici est intéressante parce que si on se trouve dans le cas d'un oscillateur à quartz qui ne démarre pas, cette formule nous indique que pour faire fonctionner l'oscillateur, une solution, c'est de baisser la valeur de C1 et d'augmenter la valeur de C2. Pourquoi faire les deux? Parce qu'en réalité, comme le fabricant nous dit que le quartz doit avoir une certaine capacité pour fonctionner à la fréquence prédéterminée, on doit toujours avoir la somme de C1 et de C2 qui soit égale à la valeur donnée par le fabricant. Donc la technique, diminuer C1 et augmenter C2. Et dans ces cas-là, on arrive à faire démarrer l'oscillateur à quartz. Concernant la fréquence, ici aussi, on constate que c'est ni la fréquence de résonance série ni la parallèle, mais un mélange des deux avec en plus l'influence des deux condensateurs C1 et C2. On voit d'ailleurs qu'on a bien C1, C2 ici qui sont combinés de façon à exprimer leur mise en série. Donc c'est bien la mise en série des deux condensateurs qui fait intervenir la déviation de la fréquence par rapport à la fréquence de résonance mécanique. En pratique, on trouve donc des quartz dont les fréquences se situent en 32 kHz et 70 MHz. On ne trouve pas de valeur plus élevée à 70 MHz, ou du moins pas facilement, et ça se limite à quelques centaines de MHz, simplement parce qu'au point de vue mécanique, ça devient très difficile de réaliser un quartz qui soit capable d'osciller à ces fréquences-là. Alors en pratique, quand on a des microcontrôleurs qui tournent à des fréquences de plusieurs centaines de mégahertz, voire plusieurs gigahertz, la technique qu'on utilise, c'est une technique de multiplication de fréquences avec des circuits spécifiques de type PLL ou FLL qui permettent à partir d'une fréquence stable et précise, typiquement 70 MHz, de multiplier la fréquence tout en gardant la stabilité et d'obtenir des fréquences nettement plus élevées pour piloter le microcontrôleur. Au point de vue des tolérances, tout dépend de la qualité du quartz qu'on choisit, mais on peut avoir des tolérances comprises entre une dizaine de ppm jusqu'à une centaine de ppm et une stabilité de l'ordre de 0,04 ppm par an jusqu'à une centaine de ppm par an. À mentionner encore que la précision du quartz n'est pas forcément un critère important de choix. Dans le domaine horloger, oui, c'est quelque chose qui est essentiel, avec la stabilité aussi. Par contre, pour un microcontrôleur, ça arrive fréquemment que ce qui est intéressant, c'est d'avoir une base de temps qui soit stable, qui soit relativement précise,
mais on n'a pas besoin d'une précision qui soit de l'ordre d'une dizaine de ppm. Donc on peut très bien se contenter pour certaines applications en microcontrôleur, avoir des valeurs qui sont de l'ordre de 100 ppm, voire même dans certaines applications, utiliser l'oscillateur RC interne au microcontrôleur avec ses environ 10% de précision, et ça fonctionnera très bien. Donc il n'est pas du tout obligé d'utiliser un oscillateur à quartz pour faire fonctionner un microcontrôleur.